Chapitre 1er. Je suis né la nuit du 15 au 16 janvier 1675 de Claude, duc de Saint-Simon, pair de France, et de sa seconde femme, Charlotte de l'Aubépine, unique de ce lit. De Diane de Budos, première femme de mon père. Il avouait eu une seule fille et point de garçon. Il l'avouait mariée au duc de Brissac, pair de France, frère unique de la duchesse de Villeroy. Elle est morte en 1684, sans enfant, depuis longtemps séparée d'un mari qui ne la méritait pas, et par son testament m'avait fait son légataire universel. Je portais le nom de vidame de Chartres, et je fus élevé avec un grand soin et une grande application. Ma mère, qui avouait beaucoup de vertu et infiniment d'esprit de suite et de sens, se donna des soins continuels à me former le corps et l'esprit. Elle craignit pour moi le sort des jeunes gens qui se croient leur fortune faite et qui se trouvent leur maître de bonne heure. Mon père, né en 1606, ne pouvait vivre assez pour me parer ce malheur. Et ma mère me répétait sans cesse la nécessité pressante où se trouverait de valoir quelque chose un jeune homme entrant seul dans le monde, de son chef, fils d'un favori de Louis XIII, dont tous les amis étaient morts ou hors d'état de l'aider, et d'une mère qui, dès sa jeunesse, élevée chez la vieille duchesse d'Angoulême, sa parente, grand-mère maternelle du duc de Guise, et mariée à un vieillard, n'avouait jamais vu que leurs vieux amis et amis, et n'avouait pu s'en faire de son âge. Elle ajoutait le défaut de tout proche, oncle, tante, cousin germain, qui me laissait comme dans l'abandon à moi-même, et augmentait le besoin de savoir en faire un bon usage, sans secours et sans appui. Ces deux frères obscurs, et l'aîné ruiné et plaideur de sa famille, et le seul frère de mon père, sans enfant, et son aîné de 8 ans. En même temps, elle s'appliquait à m'élever le courage, et à m'exciter de me rendre tel que je pusse réparer par moi-même des vides aussi difficiles à surmonter. Elle réussit à m'en donner un grand désir. Mon goût pour l'étude et les sciences ne la seconda pas, mais celui qui est comme né avec moi pour la lecture et pour l'histoire, et conséquemment de faire et de devenir quelque chose par l'émulation et les exemples que j'y trouvais, suppléa à cette froideur pour les lettres. Et j'ai toujours pensé que si on m'avouait fait moins perdre de temps à celle-ci, et qu'on m'eût fait faire une étude sérieuse de celle-là, j'aurais pu y devenir quelque chose. Cette lecture de l'histoire, et surtout des mémoires particuliers de la nôtre, des derniers temps depuis François Ier, que je faisais de moi-même, me firent naître l'envie d'écrire aussi ceux de ce que je verrouille, dans le désir et dans l'espérance d'être de quelque chose et de savoir le mieux que je pourrais les affaires de mon temps. Les inconvénients ne laissèrent pas de se présenter à mon esprit. Mais la résolution bien ferme d'en garder le secret à moi tout seul me parut remédier à tout. Je les recommençai donc en juillet 1694, étant maître de camp d'un régiment de cavalerie de mon nom, dans le camp de Ginsheim, sur le Vieux-Rhin, en l'armée commandée par le maréchal duc de Lorge. En 1691, j'étudiai en philosophie et commençai à monter à cheval à l'académie des sieurs de Mémont et Rochefort. Et je commençai aussi à m'ennuyer beaucoup des maîtres et de l'étude, et à désirer fort d'entrer dans le service. Le siège de Mont, formé par le rouet en personne, à la première pointe du printemps, y avouait attirer presque tous les jeunes gens de mon âge pour leur première campagne. Et ce qui me piquait le plus, monsieur le duc de Chartres y faisait la sienne. J'avouais été, comme élevé avec lui, plus jeune que lui de 8 mois, et si l'âge permet cette expression entre jeunes gens si inégaux, l'amitié nous unissait ensemble. Je pris donc ma résolution de me tirer de l'enfance, et je supprime les ruses dont je me servis pour y réussir. Je m'adressai à ma mère,
Je reconnus bientôt qu'elle m'amuserait. J'eus recours à mon père, à qui je fis accroire que le rouet, ayant fait un grand siège cette année, se reposerait les prochaines. Je trompais ma mère, qui ne découvrit ce que j'avouais tramer que sur le point de l'exécution, et que j'avouais monter mon père à ne se laisser point entamer. Le rouet s'est tué rouédi à n'excepter aucun de ceux qui entraient dans le service, excepté les seuls princes du sang et ces bâtards. De la nécessité de passer une année dans une de ces deux compagnies de mousquetaires, à leur chouet, et de là à apprendre plus ou moins longtemps à obéir, ou à la tête d'une compagnie de cavalerie, ou subalterne dans son régiment d'infanterie qu'il distinguait et affectionnait sur tous autres, avant de donner l'agrément d'en acheter un régiment de cavalerie ou d'infanterie, suivant que chacun s'y était destiné. Mon père me mena donc à Versailles, où il n'avouait encore pu aller depuis son retour de Blaye, où il avouait penser mourir. Ma mère l'y était allée trouver en poste et l'avouait ramené encore fort mal, en sorte qu'il avouait été jusqu'alors sans avoir pu voir le rouet. En lui faisant sa révérence, il me présenta pour être mousquetaire, le jour de Saint-Simon-Saint-Jude, à 12h30, comme il sortait du conseil. Sa Majesté lui fit l'honneur de l'embrasser par trois fouets, et comme il fut question de mouet, le rouet, me trouvant petit et l'air délicat, lui dit que j'étais encore bien jeune, sur quoi mon père répondit que je l'en servirais plus longtemps. Là-dessus, le rouet lui demanda en laquelle des deux compagnies il vouloit me mettre, et mon père choisit la première, à cause de Maupertuis, son ami particulier, qui en était capitaine. Outre le soin qu'il s'en promettait pour moi, il n'ignorait pas l'attention avec laquelle le rouet s'informait à ces deux capitaines des jeunes gens distingués qui étaient dans leur compagnie, surtout à Maupertuis, et combien leurs témoignages influaient sur les premières opinions que le rouet en prenait, et dont les conséquences avouaient tant de suite. Mon père ne se trompa pas, et j'ai eu lieu d'attribuer aux bons offices de Maupertuis la première bonne opinion que le rouet prit de moi. Ce Maupertuis se disouait de la maison de Melun, et le disouait de bonne foi, car il étouait la vérité et l'honneur, et la probité même, et c'est ce qui lui avouait acquis la confiance du rouet. Cependant, il n'étouait rien moins que Melun, ni reconnu par aucun de cette grande maison. Il étouait arrivé par les degrés, de maréchal des logis, des mousquetaires, jusqu'à les commander en chef et à devenir officier général. Son équité, sa bonté, sa valeur lui en avouaient acquis l'estime. Les vétilles, les pointilles, de toute espèce d'exactitude et de précision, et une vivacité qui d'un rien faisait un crime, et de la meilleure fouet du monde, l'y faisait moins aimer. C'est toué par là qu'il avouait lui plaire au rouet, qui lui avouait souvent donner des employés de confiance. Il fut chargé, à la dernière disgrâce de monsieur de Lauzun, de le conduire à Pignerol et, bien des années après, de l'en ramener à Bourbon 2 fois de suite, lorsque l'intérêt de sa liberté et celui de monsieur Dumaine y joignirent madame de Montespan et cet illustre malheureux, qui céda les dons immenses de mademoiselle à monsieur Dumaine pour changer seulement sa prison en exil. L'exactitude de Maupertuis, dans tous ces divers temps qu'il fut sous sa garde, le mit tellement au désespoir qu'il ne l'a oublié de sa vie. C'était d'ailleurs un très homme de bien, poli, modeste et respectueux. 3 mois après que je fus mousquetaire, c'est-à-dire en mars de l'année suivante, le rouet fut à Compiègne faire la revue de sa maison et de la gendarmerie, et je montai une fois la garde chez le rouet. Ce petit voyage donna lieu de parler d'un plus grand. Ma joie en fut extrême, mais mon père, qui n'y avouait pas compter, se repentit bien de m'avoir cru et me le fit sentir. Ma mère, après un peu de dépit et de bouderie de m'être ainsi enrôlée par mon père malgré elle,
ne laissa pas de lui faire entendre raison et de me faire un équipage de 35 chevaux ou mulets, de quoi vivre honorablement chez moi soir et matin. Ce ne fut pas sans un fâcheux contretemps, précisément arrivé 20 jours avant mon départ. Un nommé Tessé, intendant de mon père, qui demeurait chez lui depuis plusieurs années, disparut tout à coup, et lui emporta 50 000 livres qui se trouvèrent dues à tous les marchands dont il avouait produit de fausses quittances dans ses comptes. C'était un petit homme, doux, affable, entendu, qui avouait montrer du bien, qui avouait des amis, avocat au Parlement de Paris et avocat du Rouet au bureau des finances de Poitiers. Le Rouet partit avec les dames, et je fis le voyage à cheval avec la troupe et tout le service comme les autres mousquetaires pendant les mois qu'il dura. J'y fus accompagné de 2 gentilshommes. L'un, ancien dans la maison, avouait été mon gouverneur, et d'un autre qui était écuyer de ma mère. L'armée du Rouet se forma au camp de Gévry. Celle de monsieur de Luxembourg l'y joignait presque. Les dames étaient à Mont, à 2 lieues de là. Le Rouet les fit venir en son camp, où il les régala, puis leur fit voir la plus superbe revue qui ait peut-être jamais été faite. De ces 2 armées rangées sur 2 lignes, la droite de monsieur de Luxembourg touchant la gauche du Rouet et tenant 3 lieues d'étendue. Après 10 jours de séjour à Gévry, les 2 armées se séparèrent et marchèrent. 2 jours après, le siège de Namur fut déclaré, où le Rouet arriva en 5 jours de marche. Monseigneur, monsieur le prince et le maréchal d'Humières, tous 4, l'un sous l'autre par degrés, commandaient l'armée sous le Rouet, et monsieur de Luxembourg, seul général de la sienne, couvrait le siège et faisait l'observation. Les dames étaient cependant allées à Dinan. Au 3e jour de marche, monsieur le prince fut détaché pour aller investir la ville de Namur. Le célèbre Vauban, l'âme de tous les sièges que le Rouet a fait, emporta que la ville se rouait attaquée séparément du château contre le baron de Brécé, qui voulut confier le siège de tous les 2 à la fois, et c'était lui qui avouait fortifier la place. Un fort mécontentement lui avouait fait quitter depuis peu le service d'Espagne, non sans laisser quelques nuages sur sa réputation de s'être aussitôt jeté en celui de France. Il s'était distingué par sa valeur et sa capacité. Il était excellent ingénieur et très bon officier général. Il eut, en entrant au service du Rouet, le grade de lieutenant général et un grand traitement pécuniaire. C'était un homme de basse mine, modeste, réservé, dont la physionomie ne promettait rien, mais qui acquit bientôt la confiance du Rouet et toute l'estime militaire. Monsieur le prince, le maréchal d'Humières et le marquis de Boufflers eurent chacun une attaque. Il n'y eut rien de grande remarque pendant les 10 jours que ce siège dura. Le 11e de tranchée ouverte, la chamade fut battue, et la capitulation telle, à peu près, que les assiégés la désirèrent. Ils se retirèrent au château, et il fut convenu de part et d'autre qu'ils ne seraient point attaqués par la ville, et que la ville serait en pleine sûreté du château, qui ne tirerait pas un seul coup dessus. Pendant ce siège, le Rouet fut toujours campé, et le temps fut très chaud et d'une sérénité constante depuis le départ de Paris. On n'y perdit personne de remarque que Cramaillon, jeune ingénieur de grande espérance, et d'ailleurs bon officier, que Vauban regretta fort. Le comte de Toulouse reçut une légère contusion au bras, tout proche du Rouet, qui d'un lieu, éminent et pourtant assez éloigné, voyait attaquer en plein jour une demi-lune qui fut emportée par un détachement des plus anciens de 2 compagnies de mousquetaires. Jonvel, gentilhomme, mais d'ailleurs soldat de fortune, d'honneur et de valeur, mourut de maladie pendant ce siège. Il était lieutenant général et capitaine de la 2e compagnie des mousquetaires. Il avouait plus de 80 ans, et fut fort regretté du Rouet et de sa compagnie. Toutes les 2 se joignirent pour lui rendre les derniers devoirs militaires. Sa compagnie fut à l'instant donnée à monsieur Devin, qui la commandait sous lui.
beau-frère de M. de Pomponne, et qui, maréchal de camp en l'armée d'Italie, commandait lors un gros corps pour couvrir la Provence, où il servit très utilement, et fut l'année suivante lieutenant général. L'armée changeait de camp pour le siège du château. En arrivant, chacun dans le lieu qui lui était marqué. Le régiment d'infanterie du Rouet trouva son terrain occupé par un petit corps des ennemis qui s'est retranché, d'où il résulta à l'instant un petit combat particulier assez rude. Monsieur de Soubise, lieutenant général de jour, y courut et s'y distingua. Le régiment du Rouet acquit beaucoup d'honneur avec peu de pertes, et les ennemis furent bientôt chassés. Le Rouet en fut très aise, par son affection pour ce régiment qu'il a toujours particulièrement tenu pour sien entre toutes ses troupes. Ses tentes et celles de toute la cour furent dressées dans un beau pré à 500 pas du monastère de Marlaigne. Le beau temps se tourna en pluie, de l'abondance et de la continuité desquelles personne de l'armée n'avait vu d'exemple, et qui donnèrent une grande réputation à Saint-Médard, dont la fête est au 8 juin. Il plut tout ce jour-là à verse, et on prétend que le temps qu'il fait ce jour-là dure 40 jours de suite. Le hasard fit que cela arriva cette année. Les soldats, au désespoir de ce déluge, firent des imprécations contre ce saint, en recherchèrent des images, et les rompirent et brûlèrent tant qu'ils en trouvèrent. Ces pluies devinrent une plaie pour le siège. Les tentes du Rouet n'étaient communicables que par des chaussées de fascines qu'il fallait renouveler tous les jours, à mesure qu'elles s'enfonçaient. Les camps et les quartiers n'étaient pas plus accessibles. Les tranchées pleines d'eau et de boue, il fallait souvent 3 jours pour remuer le canon d'une batterie à une autre. Les chariots devinrent inutiles, en sorte que les transports des bombes, boulets, etc. ne purent se faire qu'à dos de mulets et de chevaux, tirés de tous les équipages de l'armée et de la cour, sans le secours desquels il aurait été impossible. Ce même inconvénient des chemins priva l'armée de M. de Luxembourg de l'usage des voitures. Elle périssait faute de grains, et cet extrême inconvénient ne put trouver de remède que par l'ordre que le Rouet donnait à sa maison de prendre tous les jours par détachement des sacs de grains en croupe, et de les porter en un village où ils étaient reçus et comptés par des officiers de l'armée de M. de Luxembourg. Quoique la maison du Rouet n'eut presque aucun repos pendant ce siège pour porter les fascines, fournir les diverses gardes et les autres services journaliers, ce surcroît lui fut donné parce que la cavalerie servait continuellement aussi, et en était aux feuilles d'arbres presque pour tout fourrage. Cette considération ne satisfit point la maison du Rouet, accoutumée à toutes sortes de distinctions. Elle se plaignit avec amertume. Le Rouet se roidit et voulut être obéi. Il fallut donc le faire. Le premier jour, le détachement des gendarmes et des chevaux légers de la garde, arrivés de grand matin au dépôt des sacs, se mit à murmurer et, s'échauffant de propos les uns les autres, vinrent jusqu'à jeter les sacs et à refuser tout net d'emporter. Renan, dans la brigade duquel j'étais, m'avouait demander poliment si je voulais bien être du détachement pour les sacs, sinon qu'il me commanderait pour quelque autre. J'acceptai les sacs, parce que je sentis que cela ferait ma cour par tout le bruit qui s'était déjà fait là-dessus. En effet, j'arrivai avec le détachement des mousquetaires au moment du refus des troupes rouges, et je chargeai mon sac à leur vue. Marin, brigadier de cavalerie et lieutenant de garde du corps, qui était là pour faire charger les sacs par ordre, m'aperçut en même temps, et, plein de colère du refus qu'il venait d'essuyer, s'écria, me touchant et en me montrant et en me nommant, que puisque je ne trouvais pas ce service au-dessus de moi, les gendarmes et les chevaux légers ne seraient ni déshonorés, ni gâtés de m'imiter. Ce propos, joint à l'air sévère de Marin, fit un effet si prompt qu'à l'instant ce fut sans un mot de réplique à qui de ces troupes rouges se chargerait le plus tôt des sacs. Et on que depuis il n'y eut plus là-dessus la plus légère difficulté. Marin vit partir le détachement chargé, et alla aussitôt rendre compte au Rouet de ce qui s'y était passé et de l'effet de mon exemple.
Ce fut un service qui m'attira plusieurs discours obligeants du roué, qui chercha toujours pendant le reste du siège à me dire quelque chose avec bonté, toutes les fois qu'il me voyait, ce dont je fus d'autant plus obligé à Marin que je ne le connaissais en façon du monde. Le 27e jour de tranchée ouverte, qui est toué le mardi 1er juillet 1692, le prince de Barbançon, gouverneur de la place, battit la chamade, et certes il est tout étant pour les assiégeants, à bout de fatigue et de moyens par l'excès du mauvais temps qui ne s'essouait point, et qui avouait rendu toute frontière. Jusqu'aux chevaux du roué, 8 voués de feuilles, et aucun de cette nombreuse cavalerie de troupes et d'équipages ne s'en est jamais bien remis. Il est certain que sans la présence du roué, dont la vigilance étouait l'âme du siège, et qui, sans l'exiger, faisait faire l'impossible, tant le désir de lui plaire et de se distinguer étouait extrême, on n'en serait jamais venu à bout. Et encore demeura-t-il fort incertain de ce qui en serait arrivé si la place eût encore tenu 10 jours, comme il n'y eut pas 2 avis qu'elle le pouvait. Les fatigues de corps et d'esprit que le roué essuya en ce siège lui causèrent la plus douloureuse goutte qu'il eût encore ressentie, mais qui de son lit ne l'empêcha pas de pourvoir à tout, et de tenir pour le dedans et le dehors ses conseils comme à Versailles, ainsi qu'il avait fait pendant tout le siège. Monsieur d'Elbeuf, lieutenant général, et monsieur le duc, maréchal de camp, étoués de tranchées lors de la chamade. Monsieur d'Elbeuf mena les otages au roué, qui eut bientôt réglé une capitulation honorable. Le jour que la garnison sortit, le plus vieux qu'il eût fait encore, accompagné de monseigneur et de monsieur, fut à mi-chemin de l'armée de monsieur de Luxembourg, où ce général vint recevoir ses ordres pour le reste de la campagne. Le prince d'Orange avouait mis toute sa science et ses ruses pour le déposter pendant le siège sur lequel il brûlait de tomber. Mais il eut affaire à un homme qui lui avouait déjà montré qu'en matière de guerre, il en savouait plus que lui, et qui continua à le lui montrer le reste de sa vie. Pendant cette légère course du roué, le prince de Barbançon sortit par la brèche à la tête de sa garnison qui étouait encore de 2000 hommes, qui défila devant monsieur le prince et le maréchal d'Humières, entre deux haies des régiments des gardes françaises et suisses et du régiment d'infanterie du roué. Barbançon fit un assez mauvais compliment à monsieur le prince, et parut au désespoir de la perte de son gouvernement. Il en étouait aussi grand bailli, et il en tirait 100 000 livres de rente. Il ne les regretta pas longtemps, et il fut tué l'été d'après à la bataille de Neerwinden. La place, une des plus fortes des Pays-Bas, avouait la gloire de n'avoir jamais changé de maître. Aussi eut-elle grand regret aux siens, et les habitants ne se pouvaient contenir leurs larmes. Jusqu'aux solitaires de Marlaigne en furent profondément touchés, jusque-là qu'ils ne purent déguiser leur douleur, encore que le roué, touché de la perte de leur blé qu'ils avouaient retiré dans Namur, leur en eût fait donner le double et de plus une abondante aumône. Ces égards, à ne les point troubler, furent pareils. Ils ne logèrent que le cardinal de Bouillon, le comte de Gramont, le père de la Chaise, confesseur du roué, et son frère capitaine de la Porte, et le roué ne permit le passage du canon à travers leur parc qu'à la dernière extrémité, et quand il ne fut possible de le pouvoir à conduire par ailleurs. Malgré tant de bonté, il ne pouvait regarder un François après la prise de la place, et un d'eux refusa une bouteille de bière à un huissier de l'antichambre du roué, qui se renomma de sa charge et qui offrit inutilement de l'échanger contre un vin de champagne. Marlaigne est un monastère sur une petite et agréable éminence, dans une belle forêt tout environnée de hautes futaies, avec un grand parc, fondé par les archiducs Albert et Isabelle, pour une solitude de carmes déchaussés, tels que ces religieux en ont dans chacune de leurs provinces, où ceux de leur ordre se retirent de temps en temps, pour 1 an ou 2, et jamais plus de trouées, par permission de leurs supérieurs.
Ils y vivent en perpétuel silence, dans des cellules plus pauvres, mais telles à peu près que celles des Chartreux, mais en commun pour le réfectoire, qui est très frugal, dans un jeûne presque continuel, assidus à l'office, et partageant d'ailleurs leur temps entre le travail des mains et la contemplation. Ils ont 4 chambrettes, un petit jardin et une petite chapelle chacun, avec la plus grande abondance des plus belles et des meilleures eaux de source que j'ai jamais bues, dans leur maison, autour et dans leur parc, et la plupart jaillissantes. Ce parc est tout haut et bas avec beaucoup de futaies et clos de murs. Il est extrêmement vaste. Là-dedans sont répandues 8 ou 10 maisonnettes loin l'une de l'autre, partagées comme celle du cloître, avec un jardin un peu plus grand et une petite cuisine. Dans chacune habite un mouet, et rarement plus, un religieux de la maison qui s'y retire par permission du supérieur qui seul le visite de fouet à autre. La vie y est plus austère que dans la maison et dans une séparation entière. Ils viennent tous à l'office le dimanche, emportent leurs provisions du couvent, préparent seuls leur manger durant la semaine, ne sortent jamais de leur petite demeure. Ils disent leur messe qu'ils sonnent et que le voisin qui entend la cloche vient répondre, et s'en retourne sans se dire un mot. La prière, la contemplation, le travail de leur petit ménage est à faire des paniers et partagent leur temps à l'imitation des anciennes leurs. Il arriva une chose à Namur, après sa prise, qui fit du bruit, et qui aurait pu avoir de fâcheuses suites avec un autre prince que le roué. Avant qu'il entrât dans la ville, où pendant le siège du château il n'aurait pas été convenable qu'il eût été, on visita tout avec exactitude, quoique par la capitulation les mines, les magasins, et tout en un mot eût été montré. Lorsque, dans une dernière visite après la prise du château, on l'a voulu faire chez les jésuites, ils ouvrirent tout, en marquant tout au fouet leur surprise. Et quelque chose de plus, de ce qu'on ne s'en fiait pas à leur témoignage. Mais en fouillant partout où ils ne s'attendaient pas, on trouva leur souterrain plein de poudre dont ils s'étaient bien gardés de parler. Ce qu'ils en prétendaient faire est demeuré incertain. On enleva leur poudre et, comme c'étaient des jésuites, il n'en fut rien. Le roué essuya pendant le cours de ce siège un cruel tire-laisse. Il avouait, en mer, une armée navale commandée par le célèbre Tourville, vice-amiral. Et les Anglois, une autre jointe aux Hollandais, presque du double supérieur. Elles étouaient dans la Manche, et le rouet d'Angleterre sur les côtes de Normandie, prêt à passer en Angleterre suivant le succès. Il compta si parfaitement sur ses intelligences avec la plupart des chefs anglois qu'il persuada au rouet de faire donner bataille, qu'il ne crut pouvoir être douteuse par la défection certaine de plus de la moitié des vaisseaux anglois pendant le combat. Tourville, si renommé par sa valeur et sa capacité, représenta par 2 courriers au rouet l'extrême danger de se fier aux intelligences du rouet d'Angleterre, si souvent trompé, la prodigieuse supériorité des ennemis, et le défaut des ports et de tout lieu de retraite si la victoire demeurait aux Anglois, qui brûleraient sa flotte et perdraient le reste de la marine du rouet. Ces représentations furent inutiles. Il eut ordre de combattre, fort ou faible, ou que ce fût. Il obéit. Il fit des prodiges que ses seconds et ses subalternes imitèrent. Mais pas un vaisseau ennemi ne mollit et ne tourna. Tourville fut accablé du nombre, et quoiqu'il sauva plus de navires qu'on ne pouvait espérer, tous presque furent perdus ou brûlés après le combat dans la Hogue. Le rouet d'Angleterre, de dessus le bord de la mer, voyait le combat, et il fut accusé d'avoir laissé échapper de la partialité en faveur de sa nation, quoique aucun d'elles ne lui eût tenu les paroles sur lesquelles il avouait emporter de faire donner le combat. Pontchartrain est Touellor secrétaire d'État, ayant le département de la marine, ministre d'État et en même temps contrôleur général des finances. Ce dernier emploi l'avoué fait demeurer à Paris,
Il adressait ses courriers et ses lettres pour le rouet à Châteauneuf, son cousin. Philippot, comme lui, est aussi secrétaire d'État, qui en rendait compte au rouet. Pontchartrain dépêcha un courrier avec la triste nouvelle, mais tenu en ses premiers moments dans le dernier secret. Un courrier de retour à Barbezieux, secrétaire d'État ayant le département de la guerre, alloué de hasard retrouvé en ce même moment devant Namur. Il joignit bientôt celui de Pontchartrain, moins bon courrier et moins bien servi sur la route. Ils lièrent conversation, et celui de terre fit tout ce qu'il put pour tirer des nouvelles de celui de la mer. Pour en venir à bout, il courut quelques heures avec lui. Ce dernier, fatigué de tant de questions, et se doutant bien qu'il en serait gagné de vitesse, lui dit enfin qu'il contenterait sa curiosité s'il lui vouloit donner parole d'aller de conserve et de ne le point devancer, parce qu'il avouait un grand intérêt de porter le premier une si bonne nouvelle. Et tout de suite lui dit que Tourville a battu la flotte ennemie et lui raconte je ne sais combien de vaisseaux pris ou coulés à fond. L'autre, ravi d'avoir su tirer ce secret, redouble de questions pour se mettre bien au fait du détail qu'il vouloit se bien mettre dans la tête. Et dès la première poste donne des deux, s'échappe et arrive le premier, d'autant plus aisément que l'autre avouait peu de hâte et lui vouloit donner le loisir de triompher. Le premier courrier arrive, raconte son aventure à Barbezieux, qui sur le champ le mène au rouet. Voilà une grande jouée, mais une grande surprise de la recevoir ainsi de traverse. Le rouet envoie chercher Châteauneuf, qui dit n'avoir ni lettre ni courrier, et qui ne sait ce que cela veut dire. 4 ou 5 heures après arrive l'autre courrier chez Châteauneuf, qui s'empresse de lui demander des nouvelles de la victoire qu'il apporte. L'autre lui dit modestement d'ouvrir ses lettres. Il les ouvre et trouve la défaite. L'embarras fut de l'aller apprendre au rouet, qui manda Barbezieux et lui lava la tête. Ce contraste l'affligea fort, et la cour parut consternée. Toutefois, le rouet sut se posséder, et je vis, pour la première fois, que les cours ne sont pas longtemps dans l'affliction ni occupés de tristesse. Le gouvernement de Namur et son comté fut donné à Guiscard. Il est tué maréchal de Caen, mais fort oublié et fort attaché à ses plaisirs. Il avouait le gouvernement de Sedan qu'il conserva, et qu'il avouait eu de la Bourlie, son père, sous-gouverneur du rouet, et il est tué encore gouverneur de Dinan, qui lui fut aussi laissé. La surprise du chouet fut grande, ainsi que la douleur de ceux de Namur, accoutumés à n'avouer pour gouverneur que les plus grands seigneurs des Pays-Bas. Guiscard eut le bon esprit de réparer ce qui lui manquait par tant d'affabilité et de magnificence, par une si grande aisance dans toute la régularité du service d'un gouvernement si jaloux, qu'il se gagna pour toujours le cœur et la confiance de tout son gouvernement et des troupes qui s'y succédèrent à ses ordres. 2 jours après la sortie de la garnison ennemie, le rouet s'en alla à Dinan, où étouaient les dames, avec qui il retourna à Versailles. J'avouais espérer que monseigneur acheverait la campagne, et être du détachement des mousquetaires qui demeureraient avec lui. Et ce ne fut pas sans regret que je repris avec toute la compagnie le chemin de Paris. Une des couchées de la cour fut à Marienbourg, et les mousquetaires campèrent autour. J'avouais lier une amitié intime avec le comte de Cutgen, qui était dans la même compagnie, et s'avouait infiniment et agréablement, et avouait beaucoup d'esprit et de douceur, qui rendouait son commerce très aimable. Avec cela, assez particulier et encore plus paresseux, extrêmement riche par sa mère, qui étouait une fille de Saint-Malo, et point de père. Ce soir-là, de Marienbourg, il nous devait donner à souper à plusieurs. J'allais de bonne heure à sa tente où je le trouvais sur son lit, d'où je le chassais en folâtrant, et me couchais dessus en sa place, en présence de plusieurs de nous autres et de quelques officiers. Coetken, en badinant, prit son fusil, qu'il comptait décharger, et me couchant joue.
Mais la surprise fut grande lorsqu'on entendit le coup partir. Heureusement pour moi, j'ai trouvé en ce moment couché tout à plat. Trois belles passèrent à trois doués par-dessus ma tête, et comme le fusil étouait en joue un peu en montant, ces mêmes balles passèrent sur la tête, mais fort près, à nos deux gouverneurs qui se promenaient derrière la tente. Quetquin se trouva mal du malheur qu'il avouait penser causer. Nous eûmes toutes les peines du monde à le remettre, et il n'en put bien revenir de plusieurs jours. Je rapporte ceci pour une leçon qui doit apprendre à ne badiner jamais avec les armes. Le pauvre garçon, pour achever de suite ce qui le regarde, ne survécut pas longtemps. Il entra bientôt dans le régiment du Rouet, et sur le point de l'aller joindre au printemps suivant. Il me vint conter qu'il s'est fait dire de sa bonne aventure par une femme nommée la Duperchouère, qui en faisait secrètement métier à Paris, qu'elle lui avouait dit qu'il serait noyé, et bientôt. Je le grondais d'une curiosité si dangereuse et si folle, et je me flattais de l'ignorance de ces sortes de personnes, et que celle-là en avouait juger de la sorte sur la physionomie effectivement triste et sinistre de mon ami, qui était très désagréablement laid. Il partit peu de jours après, et trouva un autre homme de ce métier à Amiens, qui lui fit la même prédiction, et, en marchant avec le régiment du Rouet pour rejoindre l'armée, il voulut abreuver son cheval dans l'escaut et s'y noya, en présence de tout le régiment, sans avoir pu être secouru. J'ai eu un extrême regret, et ce fut pour ses amis et pour sa famille une perte irréparable. Il n'avouait que 2 sœurs, dont l'une épousa le fils aîné de monsieur de Montchevreuil, et l'autre s'est faite religieuse au calvaire. Les mousquetaires m'ont entraîné trop loin. Avant de continuer, il faut rétrograder et n'oubliez pas 2 mariages faits à la cour au commencement de cette année, le premier prodigieux, le 18 février, l'autre un mois après.